Bien, bonjour à tous. On va commencer cette deuxième journée du colloque. Merci d'être avec nous ce matin pour cette deuxième session qui est consacrée au patrimoine naturel en temps de conflits armés. Pour l'organisation, nous avons proposé aux intervenants, finalement, contrairement à ce qui était marqué dans le programme, que chacun intervienne une demi-heure comme prévu, mais qu'on ait directement des temps d'échange et de questions après chaque intervention de manière à pas tout condensé en fin de matinée. Et donc, pour ne pas perdre davantage de temps, je vais tout de suite donner la parole pour la première intervention à Sami Maki, maître de conférence à Sciences Po Lille et chercheur au CERAPS, sur son sujet « Un environnement devenu stratégique ». Merci Sami. Merci beaucoup Luc, bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai fait ma présentation en PowerPoint. J'avoue que hier je n'avais pas de présentation. Je me suis dit que pour prendre exemple sur mes petits camarades, j'allais essayer de mettre ça sous forme de PowerPoint ou de PDF, c'est la même chose. Pour essayer de revenir sur certains points importants des discussions aussi qu'on a eues hier. Donc j'ai un petit peu reformaté mon intervention pour que vraiment elle puisse correspondre aussi à ce que j'ai pu entendre hier d'une partie des débats. Alors avant d'aller dans le cœur du sujet, je voulais vous présenter un petit peu d'une part mon parcours, c'est-à-dire le cadre d'analyse que je vous propose, et ensuite la méthodologie. C'est assez important parce que je vais essayer de à la fois faire écho à quelques éléments qui ont été évoqués hier, notamment je pense à Ben Kramer qui évoquait l'Africom, donc revenir un petit peu sur ce qu'on appelle la grande stratégie américaine. Je prendrai beaucoup d'exemples sur les États-Unis au départ et j'ouvrirai sur l'Europe, parce que je pense que c'est ce qui nous concerne, dans l'idée qu'aux États-Unis, on a là un exemple assez typique de certains risques. Voilà, d'où mon sous-titre, un défi, enjeux et défis, parce qu'il me semblait que dans les débats qu'on avait hier, il y avait certains éléments qui éventuellement pourraient être importants de prendre en compte dès maintenant, notamment en s'inspirant un petit peu des débats qui ont pu avoir lieu au sein de la communauté humanitaire il y a quelques années, que je connais bien pour avoir travaillé avec la revue humanitaire, ma thèse ayant porté à l'École des hautes études sous la direction d'Alain Jox sur justement cet entremêlement des acteurs. Et c'est un petit peu comme ça que je me suis aussi intéressé aux questions environnementales. Alors déjà par on va dire, intérêt personnel, mais dans la démarche de recherche... parce qu'il me semblait que très tôt, en fait, le débat évoluait, nécessairement compte tenu de l'état du débat aussi et de l'opinion publique, assez rapidement, et qu'on retrouvait une configuration des rapports entre institutions, entre acteurs, qui rappelait beaucoup des éléments du débat sur les questions humanitaires dans les années 90. Qui était le point de départ de ma thèse. Par ailleurs, donc, Luc l'a rappelé tout à l'heure, je suis maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille et je m'occupe d'un master, ce qu'on appelle une majeure, stratégie intelligente gestion des risques, qui vraiment se tourne plutôt vers la réflexion sur la professionnalisation des diplômés, tout en faisant le lien avec la dimension recherche, hein, la question de la recherche stratégique. Et ça, c'est important, je pense que c'est la question de l'analyse multiniveau, hein, les échelles d'analyse. J'y reviendrai tout à l'heure. La méthode, je vais être assez rapide là-dessus, on pourra y revenir si vous voulez au moment des questions. C'est un travail qui est fait sur source ouverte. Hein, dans tous mes travaux, en aucun cas je n'exploite de la littérature confidentielle. Donc tout est disponible, tout est accessible. Encore faut-il pouvoir un peu décrypter certains éléments du débat. Et puis au-delà de l'approche purement bibliographique, qu'on fait classiquement en sciences humaines et sociales, j'ai par ailleurs des choix assez particuliers, notamment l'interdisciplinarité. Alors là, je ne parle que des SHS. C'est déjà un premier défi, bon, en partie relevé à l'École des hautes études en sciences sociales, mais c'est vrai qu'en réalité, sur ces sujets, l'interdisciplinarité, elle devrait être aussi un dialogue entre sciences douces, molles, et sciences dures. C'est vrai que ça, à mon avis, c'est le prochain horizon. Alors certains programmes l'initient, sauf que c'est souvent... sous prétexte de financement. Hein. Je pense notamment sur, alors j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est trop vaste, mais rapidement, ce qu'on appelle la sécurité globale, ça nous concerne, hein, dans ce qu'on évoque aujourd'hui, financé par notamment l'Union européenne, la Commission européenne, hein, notamment les programmes H2020, portent notamment sur ces enjeux de collaboration entre sciences dures, sciences humaines et sociales, mais encore plus sur industrielles et sciences humaines et sociales.
Donc ça, c'est vraiment un espace très important à prendre en compte. Et du coup, l'approche interdisciplinaire, de toute façon, elle se justifie de même que hier dans les questionnements que j'avais à l'écoute des autres intervenants. Vous l'avez bien senti, et j'y reviendrai tout à l'heure, la question de l'interministérialité est aussi, à mon avis, essentielle. C'est même le cœur de toute la présentation que je veux faire aujourd'hui. Ensuite, il y a une manière d'observer les pratiques, parce qu'effectivement, la bibliographie, c'est un point de départ intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut pouvoir aller se confronter aux acteurs et au terrain, et donc aller les questionner, aller aussi observer leur stratégie, leurs réflexions. Et donc, il y a effectivement les terrains où se déroulent les crises, il y a aussi les lieux où se font la réflexion et la prise de décision. Donc ça, c'est plutôt mon terrain, c'est-à-dire les grandes capitales, Paris, Londres, Bruxelles, Washington DC, etc. Ouais, Genève aussi, où on a une grande réflexion sur les questions humanitaires et environnementales, où se font les décisions à la fois formelles et informelles. D'accord ? Donc ce qui est vraiment important, c'est d'être à la rencontre entre ces différents espaces, c'est-à-dire formalisés, institutionnalisés, et les espaces intermédiaires, les espaces de rencontre ad hoc. C'est vraiment là que, effectivement, se fait une partie de la réflexion avant même qu'elle ne soit formalisée à travers des documents institutionnels. Hier était évoquée la réflexion actuelle du ministère des Armées. Effectivement, on en a des éléments dans les livres blancs, dans certains documents de doctrine, mais beaucoup d'autres choses se font aussi en amont, et il est important, à mon avis, d'être présent dans ces espaces-là. Notamment pour bien cartographier ces acteurs, comprendre qui ils sont, où ils sont, ce qu'ils disent, les prendre au sérieux aussi dans leurs déclarations. Et notamment, c'est là que, sans me revendiquer d'une quelconque école des relations internationales, ce qui est une grosse erreur en sciences politiques, mais c'est vrai que je suis plutôt en affinité avec ce qu'on appelle les études critiques de sécurité, et notamment ce qu'eux-mêmes ont appelé le processus de securitization. Donc, sécurisation, le fait de nommer quelque chose à travers des discours et en quelque sorte de construire une menace. Ça, c'est fondamental pour essayer de, non pas sous-estimer la menace, mais de comprendre comment, à partir d'un discours, on arrive à déployer un ensemble de stratégies, puis de dispositifs qui visent à traiter la menace. Bon. Et donc, bien évidemment, c'est là qu'il peut y avoir confrontation d'idées et voire divergence dans les objectifs. C'est très important. Donc il n'y a pas que les discours, il y a aussi les actes. Et bon, peut-être que je passerai rapidement sur ces points-là, parce qu'effectivement, ça a été un petit peu dit hier par le chercheur de l'IRIS, Bastien Alex. Oui. Bastien Alex, qui effectivement l'a dit très clairement, il est commissionné, il travaille pour le ministère des Armées pour essayer d'apporter une réflexion, les sensibiliser aux questions environnementales. Et évidemment, c'est quelque chose qui est très identifiable, présent, et peut-être encore plus du côté des Britanniques et des Américains, sur l'idée qu'effectivement, ça fait partie de leur agenda, calendrier de réflexion stratégique. Il y a une règle que je me fixe, c'est un point de détail, mais c'est important quand même pour comprendre comment je me situe en tant que chercheur public au sein d'un centre de recherche, mais aussi en jouant la carte de l'expertise, parce que c'est une condition d'accès à ces réseaux, c'est ce qu'on appelle les règles de Chatham House, c'est-à-dire le fait de respecter une forme de confidentialité. Donc c'est pas une confidentialité qui correspond au secret défense, etc. C'est simplement le fait de respecter le fait que dans une réunion, on doit ne pas attribuer les propos qui sont tenus par un tel et un tel. Ce qui fait qu'on peut aussi entendre le point de vue du représentant du ministère de la Défense américain, du Pentagone, celui qui représente, alors c'est une agence qui était identifiée hier, la coopération américaine, USAID, qui est présente sur ces dossiers-là, sans attribuer leurs propos, en restant assez général, parce qu'il y a éventuellement des risques à ne pas respecter une forme de discrétion. Voilà, donc c'est la condition pour le chercheur pour accéder à ces réseaux, mais en même temps, tout est par ailleurs disponible. Alors, je parlais tout à l'heure de la construction de la menace, ça c'est un point important parce que au point de départ de toute action, même formalisation à travers des textes de doctrine, puisqu'on parle des forces armées, donc je vais essayer de faire une sorte de sociologie rapide des forces armées, on doit quand même comprendre aussi d'où on part, et quelles sont leurs représentations de ces menaces et de ces risques. Alors, vous aviez, par exemple, hier été évoqué les problématiques énergétiques. Dès Clinton, une réflexion sur la nécessité d'adapter l'appareil militaire américain et tout ce qui va avec aux réalités
des ressources mondiales. Et là, on avait notamment un basculement vers l'Asie centrale. C'était au début d'ailleurs de ma thèse. Sur ce qu'on appelait à l'époque, en 97, le Grand Moyen-Orient, qui est devenu ensuite la stratégie officielle de George W. Bush sur le changement de régime au Moyen-Orient, et où vous aviez une représentation de ces nouveaux espaces, l'ellipse stratégique de l'énergie, justifiant, et là c'était évoqué par Ben Kramer hier, par exemple l'utilisation de certains espaces particuliers, notamment ici Diego Garza, qui est une base avancée des États-Unis. Donc une possibilité d'intervenir là où les nouveaux enjeux stratégiques se situent. Et pourquoi j'évoque ça? Parce qu'effectivement, il y a les questions énergétiques, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux autour des nouvelles missions des forces armées. C'est-à-dire ce que les autorités leur demandent de pouvoir gérer en temps de crise. Et notamment, là, on pense aux crises récentes, Katrina, mais si Hurricane Sandy, par exemple, où les forces armées ont dû se déployer pour pouvoir gérer des situations d'urgence. Autre situation qui justifie le déploiement de forces armées, les menaces dites diffuses, asymétriques, etc. Vous en avez beaucoup parlé dans les médias. Ça fait partie, bien évidemment, des priorités des forces armées américaines et alliées. Dans le monde, vous le savez. Et donc, on représente la menace. Alors, une des représentations un petit peu vulgarisées, c'est ce qu'on appelle l'arc de crise, qui va du Maroc jusqu'à l'Asie centrale, qui est une façon d'englober l'ensemble de ces menaces, d'en faire une lecture globalisante. Et c'est important de prendre en compte cette volonté de globalisation, de mise en cohérence des menaces, parce que ça justifie ensuite des réponses qui doivent être tout aussi cohérentes. D'accord ? Et juste pour faire un petit parallèle, je ne m'y attarderai pas, mais il se trouve qu'en 2014, il y avait un gros colloque au Sénat qui d'ailleurs faisait se rencontrer le chef d'état-major de la marine française et Paul Watson. Je pense que voilà, Paul Watson, créateur, fondateur de Sea Shepherd, avec une table ronde qui les réunissait, sachant que voilà, du côté de la diplomatie française, on avait fait le choix du dialogue avec Paul Watson. Pour les États-Unis, il restait un éco-terroriste. Donc là aussi, les stratégies nationales correspondent aussi à des enjeux d'agenda politique, diplomatique très marqués, notamment la perspective de l'engagement plus fort de la France sur les questions climatiques. Mais en même temps, alors que le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, qui était aussi présent à cette table ronde, si je ne me trompe, en tout cas qui s'était prononcé sur cette thématique des questions environnementales à plusieurs reprises, en considérant que c'était une priorité pour les forces armées, forcément, les attentats de janvier 2015 avaient bouleversé cette hiérarchisation de la menace. C'est important qu'on ait en tête le fait que finalement les forces armées, elles répondent aussi aux enjeux et aux agendas fixés par le décideur politique. Et en quoi ça nous concerne? Parce que ce qui compte avant tout, c'est bien évidemment de considérer que les forces armées s'intéressent à ces questions-là, mais que l'agenda, ce n'est pas eux qui le fixent. C'est le résultat d'un processus de décision politique où éventuellement, justement, il y a une possibilité pour la société civile d'être plus présent, d'être plus conscient des enjeux qui tournent autour des problématiques environnementales, et notamment, pour dire les choses clairement, la problématique interventionniste, qui a été évoquée notamment dans un débat, une partie du débat hier. Alors, en quoi les questions climatiques nous concernent tout autant sur les représentations? Là, vous avez une représentation des enjeux climatiques pour l'Union européenne. Ça a été dans un rapport de Solana sur le positionnement de l'Union européenne sur les questions environnementales, où vous aviez déjà une superposition de entre guillemets, menaces, selon les acteurs, les praticiens, notamment les questions migratoires, mais aussi les problématiques de nutrition, l'accès aux ressources en eau notamment, mais aussi des phénomènes climatiques qui suscitaient des situations de crise, d'urgence, qui justifiaient une réflexion beaucoup plus opérationnelle. Donc cette superposition des représentations des menaces, vous voyez que par ailleurs elles correspondent, je parlais de l'arc de crise tout à l'heure, c'est ça. Donc évidemment, il y a une forme d'enchevêtrement des menaces qui justifie aussi une sorte de prise de conscience de la part notamment des Européens aussi, de ces enjeux et de la nécessité de se positionner par rapport à ces enjeux, donc éventuellement d'anticiper les risques qui pourraient émerger de ces situations complexes. Complexes parce qu'en fait, il y a une multitude de facteurs qui viennent aggraver en fait les situations de crise, aggraver les situations d'urgence. Alors,
Petit parallèle avec ce qui était évoqué, je passe rapidement parce que je vois le temps défiler assez vite, sur la grande stratégie. Hier, était évoqué ce qu'on appelle le plan de commandement unifié des États-Unis. Alors, contrairement aux Européens, qui n'ont que des visions très localisées, régionalisées de leurs intérêts en jeu, du côté américain, on affirme depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais encore plus depuis la fin de la guerre froide, des prétentions globales. Bon, c'est pas totalement une nouveauté que ce que j'affirme ici, mais simplement, ça correspond aussi à une architecture globale. Et ce qu'on appelle notamment les commandements militaires, qui sont, alors oui, j'aurais dû, voilà, qui sont, pour ne lire que simplement la présentation officielle, des zones de mission et de responsabilité géographique assignées à des commandements combattants, c'est-à-dire des officiers généraux qui sont en charge des opérations de la veille sur l'ensemble de ces zones. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que le monde est partagé en zones géographiques, chacune de ces zones étant placée sous la responsabilité d'un proconsul américain. Et hier était évoqué par Ben Kramer l'Africom, qui est effectivement la dernière création en fait du côté américain, c'est-à-dire une façon de se représenter une forme d'homogénéité dans les menaces et dans la manière de gérer les situations de crise. Et il se trouve que l'Africom, par ailleurs, a comme spécificité par rapport à d'autres commandements de penser les enjeux dits civilo-militaires. Et donc, en fait, ce que je suis en train d'évoquer depuis quelques minutes, c'est la question de l'hybridation des menaces. C'est l'idée que, finalement, face à ce type de risques, à la fois menaces asymétriques, mais aussi risques environnementaux, risques liés aux grandes migrations, et il y a une manière de penser les enjeux de manière beaucoup plus entremêlée. Et du coup, ce ne sont pas juste des enjeux pour les forces armées, c'est en réalité considéré comme un enjeu civilo-militaire, où les acteurs civils, notamment ceux qui sont présents sur le terrain, doivent pouvoir à un moment donné prendre place dans le dispositif plus global. D'accord ? Donc la question qui se pose, c'est comment, par rapport à ce dispositif militaire, on est uniquement sur le dispositif, le volet militaire, comment est-ce que les acteurs civils peuvent prendre leur place et jouer un rôle positif, si possible, dans la gestion de ces situations de crise et d'urgence. Alors, rapide là aussi, vous savez que les États-Unis a largement fait évoluer sa réflexion sur la puissance, avec notamment Joe Nye qui avait initié cette réflexion sur le soft power. Bon, je passe rapidement, je pense que vous avez une connaissance de ces problématiques d'action non coercitive qui complètent ce qu'on appelle le hard power, donc l'action militaire et économique beaucoup plus offensive qui vise à imposer par la force une forme de contrainte dans les négociations internationales, ce qui a donné lieu ensuite, sous Obama notamment, à une forme nouvelle de réflexion sur la puissance, ce qu'on appelle le smart power. Le smart power, c'est né en 2004 et ça a été formalisé un peu plus tard, c'est l'idée d'hybridation des moyens d'action. On va penser une action, notamment en situation de crise d'urgence, qu'elle soit humanitaire ou autre, donc y compris environnementale, comme étant une réponse multidimensionnelle. Ce qui est en soi est très pertinent, ça a du sens, bien évidemment. On pense la complémentarité des actions. Sauf que, bien évidemment, il y a aussi des enjeux. Alors pour résumer un petit peu ce qu'est le smart power, c'est ce que nous disait Hillary Clinton lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine en 2009, lorsqu'elle a officialisé cette stratégie. C'était l'idée qu'on devait faire en fait du sur-mesure en essayant de prendre un peu à gauche et à droite les outils économiques, militaires, politiques, culturels, pour essayer de gérer les situations de crise. Bien évidemment, du côté américain, si on gère des situations de crise, c'est pour aussi réaffirmer les intérêts stratégiques américains et se repositionner dans les zones. Ça a été très bien rappelé hier par Ben Kramer. Pour les États-Unis, on ne se déploie pas juste comme ça par préoccupation purement morale et éthique. Alors c'était en apparence un peu le cas sous Clinton, mais on est bien loin de ces problématiques-là. N'oubliez pas quand même que les États-Unis sont aussi talonnés par la Chine, la Russie sur d'autres problématiques. Donc tout déploiement doit aussi, et je ne fais que reprendre leur discours, doivent aussi considérer les retours sur investissement. C'est-à-dire que si on se déploie, il y a forcément quelque chose qui doit être bénéfique pour nos forces armées, pour notre puissance après coup. Donc bien évidemment, le fait d'intégrer ces éléments de la puissance, c'est dans une optique très très claire de réaffirmation de leur puissance globale. Là où je veux en venir, c'est que finalement, toutes ces questions dites civilo-militaires, de mise en cohérence des acteurs, de rationalisation de l'action, notamment autour du temps de l'urgence. Parce qu'effectivement, hier, on évoquait le fait que la temporalité, elle était
sur le temps long. Et d'ailleurs, Bastien Alex, hier, à la fin de sa présentation, citait le général de Villiers, qui disait que finalement, entre forces armées et acteurs de l'environnement, il y avait une préoccupation commune, celle de l'anticipation. Absolument. Il y a le besoin de lire à très long terme les choses. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la problématique de l'action d'urgence. Parce que déjà médiatiquement, des situations de crise environnementale, climatique justifient des déploiements rapides pour faire face aux besoins. Et parce que par ailleurs, en réalité, les forces armées, parce qu'elles ont aussi pour obligation de se préparer à toute éventualité, être présentes à répondre à toutes les demandes, elles sont en capacité d'agir vite et de répondre rapidement aux situations de crise. C'est là que le parallèle avec les débats de la communauté humanitaire sont particulièrement intéressants. Dans les années 90, on a eu une série de crises humanitaires qui ont pu justifier, y compris pour certains représentants du monde humanitaire, je pense à des représentants de MSF France, un appel aux armes, en fait à des réponses par les forces armées à des situations de crise humanitaire. On pense notamment aux Balkans, mais aussi au Kosovo. Le Kosovo étant peut-être l'exemple le plus significatif, c'est-à-dire effectivement un usage de la force aérienne par l'OTAN, avec aussi beaucoup de réticence de l'Union européenne à déployer les forces, et en même temps, finalement, une forme de militarisation de l'aide humanitaire progressivement. Alors, pas nécessairement parce que les forces armées elles-mêmes voulaient faire le mal, ou je sais pas, voilà, c'est simplement parce que face à ce besoin d'action, seules les forces armées étaient en capacité d'intervenir. Et parce qu'il y avait une sorte de passivité des acteurs civils par rapport à ces urgences humanitaires. Alors, petit rappel sur l'ingérence humanitaire. Effectivement, il y a toute une généalogie de cette réflexion jusqu'au droit d'ingérence humanitaire porté par Kouchner et Bettati. Et en parallèle, une réflexion, puisque c'était évoqué hier, sur la prévention des conflits, qui effectivement a été formalisée dans les années 90 par la Carnegie notamment, et qui a permis la mise en place de tout un ensemble de dispositifs d'intervention précoce dans les crises. Ensuite, on est arrivé à la responsabilité de protéger, où effectivement, dans ce cas-là, à partir de 2001, il y a une réflexion conjointe qui vise à penser que la responsabilité de protéger concerne la prévention, la réaction, donc la situation de crise, et la reconstruction. Donc je sais que le post-conflit sera évoqué tout à l'heure, mais ça fait partie des grands enjeux. Qu'est-ce qu'on apprend de la communauté humanitaire? C'est que déjà, il y a une forme de mélange des genres qui est apparu très clairement, qui a été en plus réaffirmé au lendemain du 11 septembre 2001, sur le fait qu'il y avait un besoin, une nécessité, notamment pour des raisons financières, de collaborer avec les forces armées. Là, vous avez un exemple justement du USAID, l'acteur de la coopération américaine, qui collabore avec le Pentagone pour la distribution de l'aide humanitaire. Alors, il y a tout un ensemble, il y a toute une littérature là-dessus, on pourrait revenir, si vous voulez, au moment des débats. Il y a aussi beaucoup de points de rencontre, notamment sur des briefings sécurité, sur la gestion de l'aide au quotidien sur le terrain entre les acteurs militaires et les acteurs humanitaires. Donc il y a effectivement des formes de collaboration possibles, notamment pour être plus efficace dans la distribution de l'aide. Donc évidemment, ça a du sens, c'est pertinent, c'est important. Et je pourrais dire la même chose de la gestion de crise environnementale, il faut pouvoir travailler ensemble. Là où il y a peut-être plus de difficultés, c'est à se comprendre. Alors là, je passe rapidement sur ces planches. Je pense qu'éventuellement, je les laisserai disponibles. Mais il y a une grande diversité de temporalité, de culture. Et souvent, en fait, ça amène à plus de confusion et voire à une forme d'instrumentalisation de l'acteur civil par l'acteur militaire. Culture différente, identité et multiplicité du secteur civil. Et puis ensuite, un environnement sécuritaire qui justifie parfois un recours à la force armée avec du coup une mise sous tutelle des acteurs civils. C'est un peu ça l'enjeu que je veux souligner ici. Alors, donc les collaborations, elles existent, notamment autour de ce qu'on appelle les Global Commons. Vous avez un exemple là, des collaborations qui existent notamment aux États-Unis, mais on les retrouve aussi beaucoup au Royaume-Uni, entre le monde des ONG, NGOs, les citoyens, la communauté des fondations et du monde académique, autour d'objectifs convergents. Là, on n'est plus sur le volet prospectif, mobilisation de la ressource sur un temps long de la réflexion. Mais sur les gestions de crise, sur le temps court de l'urgence, il y a plusieurs formes de collaboration qui peuvent aller simplement de la simple coexistence. On apprend à se connaître et on sait ce que font les uns et les autres sur le terrain. Donc, on est dans le même temps et dans le même espace d'intervention. On a conscience éventuellement de ce que font les autres. Ça permet éventuellement un échange d'informations, mais malgré tout, il ne faut pas considérer qu'on en reste là. Et dans les réflexions les plus récentes, on va vers la recherche de cohérence qui vise à intégrer en fait les acteurs.
pour faire simple, pour faire court, à instrumentaliser les ressources civiles à des fins stratégiques. D'accord ? Parce que l'objectif, c'est d'avoir des effets sur le terrain et de pouvoir gérer la crise de manière efficace. Donc on n'est pas uniquement dans des formes de coopération, on est aussi sur des formes d'instrumentalisation. Parce que pour les forces armées, il y a un besoin d'interopérabilité. Pour les forces armées, il est vital de créer de la cohérence et de susciter une forme d'unité d'action, de permettre un effort conjoint vers des objectifs similaires. Alors, notamment face à ce qu'on appelle les menaces hybrides, ça fait l'objet de beaucoup de discussions dans les cercles militaires. Face à la complexité de ces menaces, il faut pouvoir travailler ensemble. C'est l'idée on doit travailler en équipe, même si on doit sacrifier certains principes essentiels. Parce que du côté des forces armées, ça c'est un exemple pour l'Afghanistan, on n'y voit pas grand-chose, on a du mal à comprendre les enjeux, donc c'est chaotique, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Donc voilà, il y a une série de publications, de réflexions sur l'unité de l'effort, l'unité de la mission, qui montrent qu'on est forcément porté à la collaboration avec pour objectif d'arriver à l'institutionnaliser, c'est-à-dire à faire en sorte que finalement tout ça s'inscrive dans le temps et dans la planification à long terme des efforts en matière de défense. Ce qu'on appelle l'approche globale, c'est ça. Je passe rapidement, mais l'OTAN a formalisé cette réflexion autour de ce qu'on appelle l'approche globale pour penser la collaboration entre acteurs. Volontairement, j'utilise les slides officiels parce que c'est une façon de vous montrer que la réflexion, elle est vraiment très, très ancrée dans ces réalités sociologiques. Alors, pour terminer, parce que je vois que le temps est passé, l'enjeu, c'est du côté européen de considérer que de plus en plus, on a une réflexion dite globale, c'était déjà un peu le cas dès 2003 avec Solana, qui était notre représentant pour la PSD, mais c'est encore plus le cas avec Mogherini, qui a signé un texte important en 2016 sur justement cette stratégie globale de l'Union européenne. Et en réalité, on a plusieurs passages qui montrent qu'il y a une volonté de pousser à la collaboration, voire même de mise au pas des acteurs civils à des fins stratégiques. Même si la stratégie européenne n'est pas encore tout à fait identifiable, elle est quand même en train de se formaliser. Et notamment dans le domaine de l'environnement. Alors là, je prenais l'exemple en 2012, ça date un peu, mais les évolutions étaient encore plus fortes récemment. En très peu de temps, on avait une évolution assez rapide de la réflexion sur le sujet, avec l'idée que les forces armées devaient avoir leur rôle sur les questions environnementales, devaient jouer un rôle dans des missions qui porteraient sur des actions en matière d'environnement. Donc, en quelque sorte, c'est positif. Simplement, la question qui se pose, c'est doit-on ou non être vigilant ? Et je termine par ça, 2 slides pour dire qu'un débat démocratique et public est essentiel, à la lumière de ce que je vous ai dit sur les enjeux humanitaires, pour pouvoir comprendre les enjeux de toute cette collaboration qui va nécessairement se mettre en place. Il y a un besoin aussi de préserver cet équilibre entre liberté et sécurité, parce que, voilà, pour le dire simplement, au nom de l'environnement, on ne peut pas tout justifier. Le recours à la force armée peut avoir des effets particulièrement néfastes et préoccupants. Et je fais l'écho aussi des débats humanitaires en disant ça. Et par ailleurs, il est important de préserver un espace non gouvernemental qui soit impartial et indépendant, où vraiment on a la possibilité aussi de faire émerger une réflexion alternative à celle qui est portée par les acteurs institutionnels, officiels. Ça reprend aussi un des éléments du débat avec Dominique Bourg hier. C'était effectivement l'idée que finalement, tout ne doit pas se faire au niveau institutionnel. L'approche par le bas est aussi essentielle. Merci. Désolé si j'étais un peu long. Merci beaucoup, Samy. Tu as très bien tenu le temps, en fait. On va prendre quelques questions, si la salle en a tout de suite. Prendre quelques minutes. Je ne sais pas si quelqu'un a le micro. Oui, merci Samy. Toujours passionnant. Je voudrais savoir où est-ce qu'elle en est la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'ingérence environnementale. Vu qu'il y a eu tout ce débat sur l'ingérence humanitaire, vu que tu y fais référence, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a déjà des textes là-dessus? Est-ce qu'il y a déjà des justifications? Ou est-ce qu'il y a encore matière
à approfondir. Ouais. Merci Ben pour la question. Effectivement, j'ai pas utilisé le terme, en fait, je l'avais en tête. Je l'ai pas utilisé. Effectivement, c'est le terme d'ingérence environnementale, on le retrouve déjà dans certains textes. Alors, notamment porté par certains juristes du droit à l'environnement. Alors, n'étant pas juriste, je suis un petit peu hésitant sur la problématique, mais c'est déjà bien présent dans les débats. Pour ça, je peux vous renvoyer aussi je l'ai pas mentionné, mais il y a quelques bons mémoires qui ont été faits à Sciences Po Lille ou même à Paris 1. Je pense à notamment un ouvrage que vous devriez trouver de Sarah Brunel, en fait, avec qui j'avais travaillé à la Sorbonne, qui était, elle, une ingénieure sur la biodiversité, et qui, par ailleurs, avait fait une formation en sciences humaines et sociales, qui avait bien fait l'état du débat sur l'ingérence environnementale, qui effectivement existe déjà. Elle est plutôt portée, c'est ça qui est intéressant. C'est là aussi que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, loin de moi l'idée de critiquer, on va dire, l'appel à une forme de mobilisation et de prise de conscience de ce que sont les enjeux environnementaux. De même que les humanitaires, voyez juste en essayant d'appeler à des formes de réaction de la communauté internationale face à des drames humanitaires. Simplement, il faut en comprendre les conditions et surtout être vigilant sur les modalités d'application. Et donc évidemment, l'ingérence environnementale, elle est souvent portée par les acteurs non gouvernementaux qui entendent souligner le besoin de réaction de la communauté internationale face à des enjeux réels qui vont en plus se multiplier. Mais j'ai pas l'impression que en fait les deux communautés se rejoignent. C'est-à-dire que, comme l'a dit Bastien Alex hier, du côté des forces armées, on évoque bien évidemment le terme parce qu'on n'a aucun intérêt à vouloir s'aventurer vers ce genre d'action, d'opération. Donc là aussi, dans ce que je décris, ne considérez pas que c'est, quand j'appelle ça militarisation, d'ailleurs j'ai un petit peu corrigé l'approche des choses depuis, c'est pas une volonté délibérée des forces armées. C'est simplement, à défaut d'autre chose, les forces armées sont dans l'obligation légale, voire même politique, dans nos espaces démocratiques, de penser ces éventualités-là. Et donc, en fait, le modèle de l'intégration que j'ai évoqué tout à l'heure, pour gérer les situations de crise environnementale, il s'impose par défaut, à défaut d'autre chose. D'où l'importance de faire émerger une réflexion civile sur ces problématiques-là, pour notamment mettre en place des dispositifs de planification civile, de gestion civile des crises. Et hier, la réponse de Bastien Alex sur ma question sur l'interministériel en France m'a plutôt inquiété. Parce qu'en fait, alors que la France, depuis, sur les questions humanitaires, a fait évoluer sa pensée, a mis en place des dispositifs dits interministériels, qui assurent une coordination entre acteurs civils, affaires étrangères, coopération et défense, en réalité, apparemment, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vide face aux forces armées. Les forces armées ne sont pas en demande de vide. Elles ont besoin d'avoir face à eux des acteurs civils en capacité de gérer ces situations. Sauf que si personne ne se manifeste, elles seront là pour répondre aux besoins, très clairement. Donc, il faut pas. La militarisation, c'est un phénomène. C'est pas uniquement une manière de nommer ou de dénoncer une dérive qui serait d'emblée considérée comme prioritaire pour les forces armées. Je le dis d'autant plus dans le contexte actuel français, où effectivement la question du rapport entre police, question sociale est particulièrement tendue. Du côté des forces armées, on n'a aucun intérêt et aucune volonté à se mettre en avant face à ces situations de crise environnementale. Maintenant, si personne n'est en capacité de le faire à leur place, ils le feront. C'est leur obligation, en quelque sorte, dans les textes que nous avons. Donc oui, l'ingérence environnementale, elle est déjà là dans les débats. Mais j'ai pas l'impression que les deux communautés se rejoignent. Merci. Autre question ? Merci. Bonjour, Anne Replin de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc vous évoquez cet espace non gouvernemental de débat pour la société civile. Pour vous, ça prendrait quelle forme et alors, qu'est-ce que vous mettez derrière ça ? Oui, alors là, je reprends mon rôle d'expert. À Sciences Po Lille, on fait beaucoup de ce qu'on appelle des rapports d'expertise. Et on n'est pas censé, en tant que chercheur, de faire vraiment des recommandations. On est censé se positionner uniquement dans l'analyse, mais éventuellement, si j'ai quelques préconisations à faire, en tout cas des considérations plus opérationnelles, c'est peut-être d'encourager aux collaborations plus régulières et dans le temps, engager
engagé dans la durée, entre le monde associatif et le monde universitaire. Voilà. La rencontre d'aujourd'hui, et c'est pour ça que voilà, il est important aussi d'être présent et de contribuer à cette réflexion-là, c'est d'essayer de faire en sorte que déjà, entre praticiens associatifs, civils, on puisse se tenir informés de l'état des débats au sein de la communauté scientifique, c'est important, et surtout d'encourager au décloisonnement, non pas seulement entre ministères, mais entre acteurs de la société civile. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit sur les questions humanitaires, il se trouve que il y a encore peu de temps, les acteurs du développement l'ignoraient. Parce qu'en fait, même entre humanitaire et développement, on a des acteurs qui ne se parlent pas. Et je pense qu'un des enjeux, c'est que les acteurs de l'environnement sont en capacité de travailler avec les acteurs de l'humanitaire, non pas pour inciter à la confusion des genres, mais pour que les compétences, le savoir-faire puissent se faire entre eux par l'échange de compétences, de connaissances, par la mise en place de passerelles. Et donc je pense que les collaborations, elles doivent se faire sur le temps long et justement en amont de toute urgence. Et de même, quand il y a des enjeux civilo-militaires, comme c'est le cas ici, justement pour éviter toute dérive dans la situation d'urgence, il faut pouvoir aussi en amont s'organiser, prendre le temps de se comprendre, de se connaître, pour pouvoir permettre cet équilibre dans le temps court de l'action. Parce que l'urgence justifie beaucoup de choses, comme vous le savez bien. Et donc, pour essayer de contrebalancer ces effets de l'urgence, il faut prendre le temps d'ouvrir ces espaces de dialogue en amont de toute crise. S'il y a une troisième question, ce sera très très court et réponse très très courte. Peut-être Guillaume. Non, je disais pas. Bonjour, Abdeslam Klech. Je voudrais juste apporter peut-être une petite nuance concernant la relation entre les militaires et la question, disons, des conflits biodiversité. Je rappelle simplement le livre qu'a sorti Jean-Michel Valentin, qui rappelle combien les militaires sont présents depuis au moins une vingtaine d'années concernant la question géopolitique, climatique et biodiversité, notamment à partir de Pentagone, mais dont on parle très peu. Je rappelle également le livre blanc qui a été fait il y a 4 ou 5 ans au Sénat, en présence des militaires, qui a été porté par des gens proches de la question environnementale. Je pense que Ben Kramer était présent, je crois, à ce moment-là, qui était porté par une sénatrice. Et donc, par conséquent, et puis le dernier colloque qu'il y a eu à l'IRIS, en présence d'ailleurs de Bastien Alex, qui s'appelait Géopolitique du climat, pour rappeler à quel point les militaires sont très, je dirais, anticipés, au moins depuis une vingtaine d'années, notamment les Américains, quelle que soit la décision aujourd'hui, que c'est quelque chose, c'est une variable qu'ils ont intégrée dans leur réflexion. C'est dire à quel point l'articulation avec la question, je dirais, des conflits géoclimatiques est très présente, moins sur le plan public, mais très présente sur ceux qui sont sur le terrain. Ah oui, absolument. Non, mais je vais tout à fait dans votre sens. Du côté, dans le sens de Bastien Alex hier, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de cette nécessité par les forces armées. La question que je pose, c'est où est-ce qu'on peut identifier la même réflexion du côté du ministère des Affaires étrangères, de l'environnement et j'ai oublié l'intitulé, ministère de l'Environnement. Ils ont des capacités de planification et de gestion de crise, sauf qu'elle se fait, et c'est ce qui a été rappelé par le spécialiste qui travaille avec le ministère des Armées, Bastien Alex, hier, ça se fait de manière totalement fragmentée, disjointe de la réflexion portée par le ministère des Armées. Donc l'enjeu, c'est justement la question de la coordination. Et normalement, la coordination en France, elle devrait se faire au moins au niveau du Premier ministre, c'est ce qu'on appelle le GDSN, ou alors éventuellement, parce que ça fait partie au niveau de peut-être la présidence. Il faut que les acteurs se parlent. À partir du moment où ils ne se parlent pas, ils s'ignorent, voire même, ça semblait être le cas dans ce que Bastien Alex disait hier, se détestent. On n'est pas sur la bonne voie pour essayer de rééquilibrer les choses. Donc absolument, les forces armées, heureusement, elles sont là pour ça. Elles ont cette vigilance-là aussi, elles ont cette capacité d'anticipation, elles le font. Mais je ne pense pas qu'il soit bon dans une démocratie qu'elles soient le seul à le faire. Et je pense qu'elles penseraient la même chose que moi si on les interrogeait. Elles ne sont pas les seules en responsabilité pour faire face à ce genre de situation. Je suis... La carte que vous avez présentée, il y a absence le robinet sur l'eau et ainsi de suite. Il y a absence de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge sur la question de sécurité.
Comment vous l'expliquez? Alors, je suis responsable de la frustration collective, là, donc il faut répondre très très court. Je ne sais pas. Non, la question, c'est une représentation volontairement. J'ai repris la carte du document de Solana. Je pense que pour l'Union européenne, il y a des priorités à établir, et donc elle ne faisait pas partie, cette zone-là, de la priorité pour l'Union européenne à l'époque. Merci beaucoup, Samy.